Alors, on va commencer. Ça va un petit peu mieux. Légère fracture de la tête de l'humérus. Alors, il paraît que ça prend à peu près 4 semaines. Donc, vous allez me voir évoluer tranquillement. Et j'espère à la fin, je vais pouvoir utiliser mes deux mains. Là, ils m'ont mis un très gros micro qui n'est pas supposé tomber, etc. Là, espérons que je vais l'éviter. Alors, donc, c'est la deuxième conférence d'une série sur le portrait dans l'art canadien. La dernière fois, on a abordé donc le problème de l'autoportrait par les peintres canadiens. Et c'est à la fois fascinant et décevant, ça, l'autoportrait. C'est fascinant parce qu'on a toujours l'impression qu'on va arriver à pénétrer un petit peu les secrets du peintre, à faire entrer dans sa personnalité. Puis par ailleurs, vous avez vu, au fond, il nous renvoie toujours, non pas l'image de ce qu'ils sont, mais de ce qu'ils voudraient qu'on croie qu'ils sont. Hein? Et il y a donc essentiellement ce que j'appelais enfin un espèce de phénomène de méconnaissance dans le fait de se regarder dans le miroir. C'est vrai pour tout le monde, en fait, où on se trouve moche et au fond, on oublie les belles qualités qu'on a, où on se trouve trop beau, puis là, on a besoin d'avoir un autre perception. Mais ça, c'est très typique de toute image qui est construite sur le miroir comme ça, introduit un élément de méconnaissance de soi. Donc, c'est pas étonnant que ces autoportraits, d'une certaine façon, sont toujours un petit peu mensongers. Hein? Ils nous révèlent un aspect du peintre, mais ils en cachent beaucoup. Ils nous révèlent surtout l'image qu'ils voudraient donner socialement, si on veut, comme quelqu'un qui est sérieux, qui travaille à son métier. Vous avez vu même un bonhomme comme Krigoff, qu'on ne pourrait pas soupçonner d'être trop sérieux, enfin, par la peinture qu'il fait, enfin, qui est assez légère, etc. Des scènes de genre avec des petits personnages qui sont à moitié sous, etc. En tout cas, on a l'impression que c'est pas le genre qui pourrait nous donner une image aussi sévère, aussi sérieuse que celle que je vous présentais la dernière fois. Alors, c'est très typique de ces autoportraits. Est-ce que ça veut dire aussi que tous les portraits autres que ces peintres-là vont faire vont être aussi entachés de cette méconnaissance? Non, pas forcément, parce que là, le peintre prend une certaine distance, un certain détachement par rapport à son modèle, et il peut, en effet, là, au contraire, nous révéler des aspects qui échappent peut-être même au modèle. Hein? Alors, quand on parle de portrait en général, et non pas d'autoportrait, là, au contraire, il y a peut-être la chance d'avoir un peu plus de vérité, enfin, un peu plus de contenu, si on veut, qui va être réel, qui va être plus objectif, si on veut. Hein? Et en fait, tout portraitiste enfin, est aux prises avec une double exigence, je dirais. Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir un exemple de ça. D'une part, représenter un individu, hein, parce qu'autrement, ce n'est pas un portrait. Si vous faites une chose tellement générale qui ressemble à tout le monde, si vous faites une figure comme ça tout à fait universelle, ben c'est pas le portrait d'un individu. Alors ça, c'est important donc que le peintre s'attache à faire une ressemblance. Hein. Puis par ailleurs, s'il fait que ça, ça va être plate. Ça va être un petit peu, tu sais, il va se perdre dans toutes les rides, puis tous les petits détails, les verrues, etc. Puis finalement, on n'aurait plus d'intérêt. Il faut aussi qu'il trouve certains caractères permanents du personnage qu'il représente. Hein? Donc, c'est cette opposition-là qui est intéressante dans le portrait, c'est que vous allez à la fois l'effort de représenter un individu, et par ailleurs, l'idée aussi de trouver dans cet individu certains caractères qui sont plus permanents et qui ne risquent pas, disons, de nous faire oublier vraiment ce qui est essentiel dans la personnalité du personnage qui est là. Sur le côté purement individuel, j'avais envie de vous citer, pour commencer, un passage de Baudelaire. Vous savez que Baudelaire s'est exercé, bon, c'est un grand poète, mais s'est exercé aussi à faire de la critique d'art. Et il y a une réflexion sur le portrait où il dit, au fond, il y a deux sortes de portraits. Il y a des portraits qui sont plus près de l'histoire, au sens historique, là, tu sais, comme de l'histoire, et d'autres qui sont plus près du roman. Hein? Alors, je vous lis juste un petit passage, vous allez voir un peu ce qu'il veut dire par là, puis je vais essayer d'illustrer ça ensuite par deux fameux portraits. Il dit « L'une est de rendre fidèlement, sévèrement, minutieusement le contour et le modelé du modèle, ce qui n'exclut pas l'idéalisation, qui consistera pour les naturalistes éclairés à choisir l'attitude la plus caractéristique, celle qui exprime le mieux les habitudes de l'esprit. En outre, de savoir donner à chaque détail important une exagération raisonnable, de mettre en lumière tout ce qui est naturellement saillant, accentué et principal, et de négliger ou de fondre dans l'ensemble tout ce qui est insignifiant ou qui est l'effet d'une dégradation accidentelle. » Alors, il dit donc ça, on aurait
des peintres très réalistes, hein, qui seraient comme des historiens. Eux, ils représentent l'individu, mais ils ont la même minutie qu'un bon historien qui va aux documents puis qui essaie de voir exactement de quoi il en est avec son personnage, etc. Puis il a dit d'autres peintres qui seraient plutôt comme des romanciers. Hein. Alors, il dit ceux-là, il dit la seconde méthode, celle particulière aux coloristes, est de faire du portrait un tableau, un poème avec ses accessoires, plein d'espace et de rêverie. Ici, l'art est plus difficile parce qu'il est plus ambitieux. Il faut savoir baigner une tête dans les molles vapeurs d'une chaude atmosphère ou la faire sortir des profondeurs d'un crépuscule. Ici, l'imagination a une plus grande part. Et cependant, comme il arrive souvent que le roman est plus vrai que l'histoire, il arrive aussi qu'un modèle est plus clairement exprimé par le pinceau abondant et facile d'un coloriste que par le crayon d'un dessinateur. Alors donc, il oppose comme deux approches de l'individu, une qui serait plus comme celle de l'historien et l'autre plus comme celle du romancier, puis en suggérant à la fin que des fois, le roman est plus vrai que l'histoire, en fait, et nous donne davantage accès à l'intérieur du personnage. Puis j'avais pensé, enfin, d'ailleurs, il suggère une de ces illustrations-là, avec, mettons, le fameux portrait de Bertin là, par Jean-Dominique Ingres. Vous savez, c'est un très grand peintre français. Et ce bonhomme-là, on a toujours dit c'est le parfait bourgeois, mais en fait, c'est un journaliste. Il était peut-être pas si bourgeois que ça, mais il était certainement pas commode. Et Ingres, ça serait évidemment l'exemple par excellence là, de ce que Baudelaire appelait un portraitiste historien, hein, qui va chercher tous les détails, etc., mais qui en même temps réussit à masquer les aspects moins importants, donner un peu de valeur aux détails les plus importants, en tout cas de créer finalement un portrait convaincant comme celui-là. L'autre à côté, c'est un autoportrait de Fantin-Latour. Alors, Fantin-Latour, c'est un autre peintre à peu près un petit peu plus tardif, là, un peu de début du 20e siècle, en fin du 19e, disons, et qui est surtout célèbre pour ses natures mortes. Là. Enfin, vous avez peut-être vu des reproductions de ces tableaux. Et là, au contraire, en fait, ça correspondrait à ce que Baudelaire appelait le portrait roman. Hein? C'est-à-dire celui dans lequel une tête est entourée de vapeur, etc. C'est parfait. Et l'exemple que lui, Baudelaire, donne dans son texte, c'est Rembrandt. Hein? Alors, ça pourrait aussi fonctionner comme ça, quelqu'un qui est capable de nous faire entrer dans l'âme de son personnage, mais avec des effets comme ça de clair-obscur ou de flou, comme dans celui que vous voyez là. Hein? En fait, alors ça, disons, ça illustre cette première demande du portraitiste de représenter un individu, afin qu'il le fasse d'une façon ou d'une autre, c'est son droit. Évidemment, Baudelaire étant poète, a pensé plutôt en termes de littérature, il a pensé à histoire et roman. Disons que si Baudelaire vivait encore, puis il était assis ici dans la salle, probablement que tous les tableaux que je vais présenter après, il va les mettre dans la catégorie de roman plutôt que d'histoire, parce que, vous allez voir, c'est des tableaux plus récents, enfin plus près de nous, et donc qui ne pourraient pas appartenir à cette catégorie comme le tableau de Ingres. Hein. L'autre demande, je disais, du portraitiste, c'est celui d'être capable de découvrir des caractères permanents dans son modèle. Et là, le conflit est le suivant, c'est que si vous êtes intéressé par exprimer toutes les émotions qui passent dans une figure, et Dieu sait si un visage est un extraordinaire moyen d'exprimer une émotion, d'exprimer quelque chose qu'on sent. Et si vous vous attachez plutôt à ça, disons la joie, la douleur, etc., si vous attachez à des aspects comme ça, vous vous détachez aussi du portrait. Hein? C'est-à-dire que le portrait, pour être vraiment convaincant, doit être capable de mettre ces aspects-là entre parenthèses. Puis là aussi, je voulais juste illustrer ça avec deux tableaux. Un à gauche qui est fait par un peintre absolument inconnu qui s'appelle Carotto, en plus, ça fait quel nom? Ça s'appelait Carotte, mais en tout cas, de toute façon, c'est un peintre véronais, enfin, probablement du 17e siècle, etc. Ce qui est étonnant, évidemment, pour l'époque, c'est d'avoir représenté un enfant avec un dessin d'enfant. Parce que, comme vous savez, même la moindre attention attachée au dessin d'enfant date de très, très tard. En fait, dans l'histoire, c'est plutôt vers, en fait, le fameux Chizek, là, qui était le premier qui, semble-t-il, s'est mis à collectionner des dessins d'enfants. C'était un pédagogue tchécoslovaque de notre siècle, enfin, vers 1910-20. Et donc, là, au 17e siècle, quelqu'un qui ferait un enfant qui montre son dessin comme ça, avec un grand sourire, en voulant dire comme s'il était fier de l'avoir fait. Là, est-ce qu'on a affaire à un portrait
l'enfant. Enfin, là, on ne connaît pas non plus le titre de ce tableau-là, mais disons, s'il nous avait mis en dessous Jules en train de me montrer son autoportrait. Enfin, c'est probablement ça, d'ailleurs. L'enfant a dû faire son propre portrait. Et alors, là, le peintre a essayé d'imiter un peu le style enfantin. Mais en fait, le grand sourire qui est là, aussi, me fait penser que là, on s'en va plutôt vers le tableau de genre. Et quand vous pensez évidemment à la façon dont, à l'époque, un dessin d'enfant pouvait être perçu comme une chose ridicule, comme une chose un peu méprisable, hein? Probablement qu'à l'époque, il n'y a pas personne, même les parents les mieux intentionnés, qui attachaient la moindre importance au dessin de leurs enfants. Hein? Il n'était pas question de les coller sur le frigidaire, là, avec les petits aimants. Là. Alors, à l'époque, ils devaient jeter ça, ils devaient trouver ça ridicule. Et là, alors là, si c'est ça qui est un peu l'intention du peintre, de se moquer un peu de cet enfant qui croit avoir fait un chef-d'œuvre, alors à ce moment-là, on tombe dans le tableau de genre. Hein? On n'est pas vraiment dans un portrait. Et ça, disons, c'est parce qu'il n'attache pas assez d'importance aux aspects plus structurels de son personnage. Il dérive vers l'expression d'une émotion. Même chose, évidemment, avec le Caravage qui est à côté, qui est un tableau très célèbre, là, qui est un enfant mordu par un lézard. Hein? Alors là, je ne sais pas si vous... Sur ma reproduction, c'est peut-être pas trop facile de voir le lézard, mais en tout cas, il est au bout d'un des doigts, là, qui est en train de très crispé, là. Alors, il en a profité, évidemment, pour faire toute une espèce de petite nature morte au premier plan. Mais ce qui intéresse, évidemment, le Caravage ici, c'est de noter toutes les réactions à la douleur, en fait. Hein? C'est comme l'opposé de mon enfant rieur. Là. Au contraire, là, on aurait d'abord la crispation de la main gauche aussi qui fait un geste qui n'est pas... tu sais, j'avoue que ce tableau-là, il m'était sympathique. je comprenais un peu ce qu'il voulait faire avec ça. Les sourcils froncés, la bouche ouverte, on l'entend presque dire « ouch », tu sais. Puis en fait, c'est rien. C'est un petit lézard qui n'est pas, j'espère, pas vénéneux, qui est en train de lui mordre le doigt. Et ça, traditionnellement, ce genre de tableau-là, c'était aussi dans la série, c'était présenté dans la série de la représentation des cinq sens. Hein? Alors, tu sais, il y avait l'ouïe, la vue, mais le toucher, c'était un bon exemple. Et on pense d'ailleurs que le modèle qui pose ici, c'est Caravage lui-même. Hein? C'est le jeune Caravage qui... alors là, on a dit, ben, c'est un autoportrait. Non, parce que justement, l'accent est mis plutôt sur l'expression des émotions que sur l'expression d'un visage où on aurait cherché en fait des caractères structurels assez fondamentaux pour pouvoir parler de caractères permanents. Hein? Autrement dit, la figure qu'a l'enfant ici, dans les deux cas, n'est pas permanente. Elle est l'expression d'une émotion et elle va disparaître aussitôt que l'émotion va se calmer ou va changer. Hein? Alors, vous voyez, donc, quand je dis il y a deux prérequis, on pourrait dire, donc, là, il y a peut-être ressemblance avec le modèle, très forte, mais ce n'est pas assez. Il faut chercher aussi des caractères plus permanents qui vont donner de l'intérêt à ce portrait. Hein? Et... bien sûr, les peintres canadiens sont aux prises avec le même type de problème. Hein. Et là, vous allez voir ce que je vais essayer de faire à partir de cette conférence et des autres qui vont suivre, c'est chaque fois de montrer un aspect ou l'autre de ces caractères permanents qu'on essaie de sauver dans le portrait. Aujourd'hui, j'ai appelé ça le portrait exotique parce que je veux parler essentiellement de tout ce qui relèverait, disons, de l'appartenance ethnique hein, du personnage représenté. Je ne veux pas employer le mot race parce que c'est un mot négatif et désagréable, surtout que, enfin, biologiquement, ça ne tient pas debout. Mais historiquement, c'est sûr que ça a été un facteur très important. Les gens ont dit comment est-ce qu'on représente quelqu'un de race noire, de race indienne, etc. Enfin, donc, ce problème de marquer dans un portrait les aspects permanents du caractère ethnique de la personne représentée, ça a été un défi, disons, que les gens se sont posés. Hein? La prochaine fois, on va faire le même type de raisonnement, mais à partir de la physionomie. Et là aussi, si vous allez voir, c'est une espèce de notion un peu ambiguë, comme si on pouvait lire dans la structure même du visage le tempérament des gens. C'est-à-dire, ah, lui, avec ses gros joues, là, c'est un sensuel, puis le type est d'un raffinement extraordinaire. En tout cas, il peut y avoir comme ça des espèces de contradictions entre l'allure que vous avez et toute cette espèce de petite pseudo-psychologie là, de physionomiste là, qui vous dit essayez de découvrir le caractère du genre que vous allez engager en suivant nos recettes, etc. Alors, les peintres sont intéressés un peu à ça, en fait, parce que là aussi, il y avait l'espoir de trouver quelque chose de permanent dans les figures. Hein?
Puis après les 3 dernières conférences, on va parler, disons, du type social. Par exemple, l'appartenance sociale de quelqu'un, ça peut être marqué très fortement plutôt par le costume que par le visage. Hein? Alors là aussi, on dit, ben, ce qui est permanent chez lui, c'est le fait qu'il est un ouvrier, il est toujours, il a fait ça toute sa vie, alors ça paraît dans sa façon de se présenter. Et j'ai pensé aussi à la classe sociale, évidemment, je dis ouvrier, là, ça me fait penser aussi classe sociale, c'est un autre. Puis finalement, le rang. Les gens, les rois, tout ça, en fait, comment est-ce qu'on les représente, puis comment est-ce que les gens plus pauvres, etc. Alors, donc, à chaque fois, c'est ça qu'on va faire. Enfin, c'est des portraits d'individus, mais qui sont aussi, qui expriment aussi un aspect plus stable, enfin, plus permanent, qu'il s'agit de découvrir. Alors, dans le cas de la conférence d'aujourd'hui, je vais faire quelque chose enfin, je vais donner 2 exemples majeurs, disons, des représentations de Noirs en art canadien pour commencer, puis ensuite des représentations d'Indiens, hein, parce que, et en cherchant justement des cas où il y aurait vraiment une intention de faire des portraits. Mais j'ai pensé ajouter à la suite de ça une tentative, là peut-être vous allez avoir plus de misère à me suivre, mais de représenter ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la race canadienne-française. Et ça, c'est une drôle d'intention, parce qu'on pourrait dire, non, la race canadienne-française, ça n'existe pas. Ça, il y a des Canadiens français, il y a des Québécois, etc. Mais une race là, qui serait typique, là, qu'on pourrait connaître, si on faisait toute une catégorisation. Mais ça a été une intention que, je pense, c'est une clé de la représentation de certains des habitants faits par Suzor Côté. Et je vais vous proposer ça sous toute réserve, mais en tout cas, de toute façon, je ne pense pas que ça épuise complètement l'intention de Suzor Côté dans cette série d'habitants qu'il a fait, mais c'est un des facteurs. Et vous allez voir par les réactions des gens de l'époque, là, on a l'impression de dire enfin une représentation convaincante de ce qu'est un vrai Canadien français, etc. Puis là, on commence à voir qu'ils s'en vont vers, au fond, des caractérisations de type biologique, en fait. Et c'est ça, au fond, qu'on suggère, une espèce de race. Alors, pour commencer, donc, des portraits de Noirs. Et peut-être un des plus célèbres d'entre eux, c'est ce tableau-là, qui est fait par un monsieur qui s'appelle François Malpart de Beaucourt. Hein? Quel nom merveilleux! François Malpart de Beaucourt. Alors, ça s'intitule tout simplement Portrait d'une esclave noire, 1786, et c'est conservé ici au McCord Museum. Hein. C'est eux qui ont ce tableau-là depuis toujours. Enfin, ils sont sur la rue Sherbrooke, là, en face de McGill. Hein. Ce que de Beaucourt, qui est un de nos tout premiers peintres ayant, disons, c'est pas le tout premier, mais un des premiers qui a étudié en France. Enfin, il a été surtout à Bordeaux, lui, et il s'est formé, enfin, disons, en France. Et il a représenté ici certainement une esclave noire qui lui appartenait, hein, parce que c'est vraiment les mots qu'il faut employer. Là, quand vous parlez d'esclavage, ils sont considérés presque comme des choses. Ils sont achetés, ces gens-là. Ils sont jamais payés, aucun salaire, puis ils travaillent toute leur vie. Et là, on voit par la suggestion à la fois du foulard de tête et les fruits qu'elle a devant elle, là, des mangues, des ananas, tout ça. Ça fait penser aux Antilles, évidemment. Et c'est probablement une Antillaise qui a été achetée comme ça par de Beaucourt. Et il a fait son portrait. Ce qui est étonnant ici, c'est la date, 1786. À cette date, dans certains États des États-Unis, on a déjà proclamé l'abolition de l'esclavage. Hein? Et là, tu te dis, coudonc, est-ce qu'au Canada, qu'est-ce qu'on faisait pendant ce temps-là? Et la réponse, je ne sais pas si vous avez lu le fameux livre de Marcel Trudel, qui est un de nos grands historiens, pas historien d'art, historien pour vrai, et qui a fait un livre sur ça, l'esclavage au Canada. Hein? Et dans lequel il dit justement, c'est que, disons, mettons, au Rhode Island, en 1774, l'esclavage est aboli. En Virginie, c'est en 1776. En Pennsylvanie, 1780. Mais au Canada, il n'y a rien qui se passe. Et il cite un contrat d'achat d'une petite fille qui a 10 ans, qui s'appelle Cinda, par un monsieur Joinville, et qui se fait en 1787, c'est-à-dire exactement contemporain de notre tableau. Hein? Alors, M. Joinville achète la petite Cinda, qui va devenir son esclave, qui va travailler pour lui, et il fait mettre dans le contrat la clause suivante. Qu'en cas qu'il y ait une loi portée par le Conseil législatif présentement assemblé
ou par quelque autre autorité supérieure pour l'affranchissement des esclaves et leur donne la liberté, le vendeur s'engage à reprendre la petite Cinda et rembourser le sieur Joinville. C'est vraiment comme un contrat d'achat et de vente. Alors là, il est question du... Hey, les États-Unis sont en train d'abolir l'esclavage. Ça va peut-être se passer ici au Canada aussi. Alors, autant prévenir que guérir. Alors, il fait mettre ça dans le contrat que si jamais l'Assemblée législative décidait qu'il n'y a plus d'esclavage au Canada, ben, il va être obligé de... Il va redonner la petite Cinda, mais il va retrouver son 700... Je pense qu'il avait payé 750 livres. Hein? C'est une bonne somme, ça. 750 livres pour l'époque, c'est une assez bonne somme. Mais on voit, en tout cas, comment les choses sont perçues. Et évidemment, ça s'applique à elle aussi. Enfin, on sait qu'elle a vécu jusqu'à vers 1832, en fait, ce personnage. On ne connaît pas son prénom. On sait que Beaucourt avait une esclave qui l'a représentée. On a quelques petits détails sur elle, mais presque rien. Elle vient probablement des Antilles, etc. Mais là, on a un contrat, enfin, typique là, de ce que... Et au fond, les journaux canadiens, à partir de 1790, commencent à parler de ça, de l'abolition de l'esclavage, mais en France et en Angleterre, jamais au Canada. Hein? On décrit toujours la situation ailleurs. Ah, c'est épouvantable ce qui se passe ailleurs, mais ici, non. Et on sait qu'à ce moment-là, en 1790, 304 esclaves existent au Canada. Hein? Il y en a partout. Il y a d'ailleurs, dans le livre de Trudel, il y a un chapitre un peu embêtant sur les esclaves qui sont avec des ecclésiastiques, tu sais, qui servent des monseigneurs, qui servent des évêques, des choses comme ça. Tu sais, ça ne rentre pas beaucoup dans le petit catéchisme en images qu'on avait appris. Là. C'est pas exactement ce qu'on s'attendait, mais en tout cas, de toute façon, ça a l'air que c'était... Et à un moment donné, en 1793, il y a quelqu'un, évidemment, il y a à la Chambre d'Assemblée, on tente de faire passer un bill, un acte qui tend à l'abolition de l'esclavage dans la province des Bas-Canada, mais rien ne se passe. Les gens, ils présentent le bill, on a d'autres choses à faire, on ne va pas s'occuper de ça, puis ça ne passe pas. Hein? Et la même chose dans le Haut-Canada, vous avez... Et finalement, la thèse de Trudel, c'est de dire l'esclavage disparaît au Canada, faute d'esclaves. À un moment donné, c'est plus la mode. Les gens en achètent plus, si on veut. Puis là, peu à peu, les plus vieux meurent, puis ils ne sont pas remplacés. Puis c'est comme ça que ça disparaît. Il n'y a jamais eu, avant 1833, mais là, c'est parce que c'est l'Angleterre qui décide ça pour tout l'Empire britannique, il n'y a jamais eu d'abolition de l'esclavage au Canada en bonne et due forme. Hein? Alors, je disais que ça, c'était la première chose qui me frappait là-dedans. L'autre chose, c'est que pourquoi représenter son esclave? T'sais? Quelle idée qui est derrière ça? Et au fond, on peut trouver des parallèles à cette pratique-là. J'ai trouvé un tableau anonyme, cette fois-là, qui représente un petit garçon noir, là, qui, enfin, on connaît lui, au contraire, parce qu'il y a une grosse inscription dans le coin à droite, là, on connaît un petit peu son histoire. John Miller, Black Coach Boy. Hein, Coach Boy, c'est un garçon qui devait aider son maître à monter dans le carrosse, là, puis de se faire voiturer, en fait. Hein. D'ailleurs, vous voyez, il est avec une trompette. C'est pas parce qu'il joue de la trompette, c'est parce que le maître fait la chasse, au renard en particulier, puis ils ont besoin des petites trompettes comme ça pour faire les imbéciles, là, se promener dans le bois avec des petits costumes, là, rouges, là, tout ça. Bon, en tout cas, vous voyez le genre, hein, un peu. Alors là, il est représenté là. Et là, l'intention de ce genre de portrait, c'est ça qui est important, parce que je suis sûr que ça s'applique à Beaucourt aussi, c'est de décrire par le menu les propriétés du propriétaire. Hein? Et c'est la même intention qu'il va faire qu'on va demander à un peintre de représenter la façade de la maison où on habite. Hein? C'est-à-dire que les propriétés, ça peut être à la fois donc, les bâtiments dans lesquels on est, la façon dont on vit, etc., mais ça peut être aussi ses serviteurs. Hein? Et en particulier, il y a des portraits noirs comme ça à Cambridge et à Oxford, où tous ces étudiants très chics, en fait, qui venaient de familles très riches, avaient aussi leurs serviteurs avec eux, puis ils les faisaient portraiturer comme ça pour montrer que well, I'm wealthy, you know, you see, I have some dough. Hein? I have 2, 3, 4, 5, 6 of these slaves. Alors, tu sais, on les faisait représenter comme ça, et je suis à peu près sûr que ça jouait le même rôle chez Beaucourt. Tu sais. Imaginez, par exemple, un commissionnaire de tableau qui vient le voir, je veux faire mon portrait, il voit ça sur le mur, il dit « Wow, ce gars-là est bien, il a des propriétés, ça doit être un artiste sérieux, etc. » Tu sais, ça a dû jouer un peu ce tour-là. L'autre aspect qui est bizarre aussi, en tout cas, si je reviens en arrière, moi, je suis gêné par le fait qu'elle a un sein nu. Hein? Ça ne vous frappe pas? Pourquoi? Quel est-elle? Pourquoi ajouter ce détail, la montrer avec un petit sourire miel puis avec un sein nu?
Ça reflète évidemment des préjugés sur la sexualité des femmes noires, hein, qui sont des pures projections de blancs un peu excités, là. Et là, vous le retrouvez comme ça dans plusieurs représentations de femmes noires, comme ça, toujours cette idée, cette suggestion qu'eux autres sont plus sensuels que nous, etc. Alors, d'où un détail comme ça, qui en fait, n'est pas du tout obligatoire, si on veut, dans le sujet qui est traité. Enfin, on n'aurait pas idée de faire ça pour tous les personnages. Alors, le problème que ce genre de portrait posait, c'est de dire comment faire la représentation d'un noir qui soit convaincante. Hein? Et ça, disons, je vais faire un petit détour dans la tradition pour voir comment le problème s'est posé. Et vous allez voir aussi comment, en même temps, dans cette histoire-là, on ne peut pas éviter aussi tout un amoncellement de préjugés là, qui vont s'installer. Hein. Il y a eu, bien sûr, des très grands artistes comme Dürer, par exemple, qui ont fait des portraits de noirs qui sont convaincants, si on veut. Enfin, là, il met au-dessus Katharina Haltwig-Giard. Ça veut dire Katharina à l'âge de 20 ans. Hein. Il écrit donc son prénom et en même temps son âge. Et à comparer avec le tableau de Beaucourt, je trouve que Dürer est plus respectueux quand même du personnage. Il la représente de façon gentille, en fait sans suggestion de sensualité et tout ça. C'est pour ça, c'est parce que ça, c'est des préjugés plus modernes, c'est des préjugés plus près de nous. Alors là, on parle de quelqu'un qui fonctionne... Ce dessin-là est fait en 1521. Alors, tu sais, donc au 16e siècle, on avait certainement d'autres idées. Hein. Vous pourriez retrouver aussi un autre grand peintre comme Rubens qui s'est exercé aussi à faire des portraits de noirs. Je vous montre ça à gauche. C'est le même personnage, aussi repris 4 fois, si on veut. Puis on le retrouve dans cette bacchanale. C'est vraiment l'annonce pour l'obésité. C'est quelque chose d'épouvantable. Il y a que Rubens qui peut faire avaler une affaire pareille. Enfin, c'est vraiment... C'est le fameux Silène, c'est le bonhomme qui est censé boire tout le temps de sa vie. Et il y a cette pauvre dame ici au premier plan en bas qui est occupée avec 2 bébés. En tout cas, vraiment, il y en a mis. Mais là, vous retrouvez notre noir tout à fait en haut, à droite, là. Vous retrouvez, c'est le même type qui est repris là. On ne sait pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait dans un cortège comme ça, sinon pour ajouter un élément, peut-être encore là, une suggestion de plus... de bestialité ou je ne sais pas quoi, quelque chose de ce type-là. Mais évidemment, le sujet par excellence où tous les peintres anciens ont eu à représenter des Noirs, vous avez deviné ce que c'est les rois mages. Hein? Parce que dans les rois mages, on est supposé d'en avoir un qui est noir, parce que les 3 rois mages sont censés représenter les 3 continents connus à l'époque, c'est-à-dire donc l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Hein? L'Amérique n'existe pas. Alors, et là, ce qui arrivait, je vous donne un exemple, enfin, un magnifique tableau de Van der Goes qui représente justement les 3 rois mages. Là. Vous avez à gauche, évidemment, le bon vieillard qui est là, c'est Saint-Joseph, ça. Hein? Il est toujours important de le montrer assez vieux. Hein? Il n'est pas supposé être trop actif, lui. Alors, on le met plutôt dans le coin comme ça, vieux, puis il n'a pas l'air... Il a enlevé son chapeau parce qu'il est devant des rois. Alors, la Vierge occupe le centre, et là, un des rois est agenouillé devant elle, puis il a mis sur la pierre qui est au premier plan, là, son fameux cadeau. Là. C'était pas fort, hein, les cadeaux des rois mages pour un bébé, là. Hein, de l'or, de l'encens puis de la myrrhe. Là. Il aurait pu penser à d'autres choses, mais en tout cas, des berges, je sais pas quoi, quelque chose de même. Mais non, ils sont arrivés avec leur bébelle, puis ils ont mis ça là. Alors là, il y en a un qui est là. Il y en a un derrière, je ne sais pas si vous le voyez, là, il y a un serviteur à genoux près de lui, puis il tient son fameux zapotiche qu'il va lui donner après, hein, qui est vers la droite, mais un peu derrière de celui qui est agenouillé. Et finalement, tout à fait à droite, il y en a un qui est noir. Et si vous regardez la figure, on a l'impression que c'est un blanc coloré en noir. Hein? Et ça, c'est très fréquent dans les représentations des rois mages. Enfin, bon, disons, Van der Goes, là, c'était au 16e siècle. Alors, donc, dans les toutes premières représentations, c'est très, très fréquent que c'est ça. On a l'impression que le peintre a pris un modèle blanc, puis l'a coloré en noir, tout simplement. Et ça a été remarqué par un anatomiste et peintre, sculpteur hollandais qui s'appelait Petrus Camper, dont je vais parler maintenant. Et Camper était
absolument contemporain de Beaucourt. Hein. C'est des gens qui ont vécu à la même époque, là, fin du 18e siècle, début du 19e. Hein. Et Camper dit, moi, je vais essayer de montrer aux peintres comment peindre un noir comme il faut. Je vais leur donner les techniques qu'il faut pour le faire. Et évidemment, à partir de Camper, on peut dire que les gens ont une espèce de règle pour représenter une tête de noir. Et alors, il a inventé cette fameuse notion que vous avez dû voir, là, qu'on appelle l'angle facial. Hein? L'angle facial, ça correspondrait, si vous voulez, à une ligne qui passerait par le trou de l'oreille et jusqu'à la base du nez. Hein? Donc, une ligne horizontale qu'on voit très bien là, sur son dessin. Donc, à la base du nez ici, jusqu'au trou de l'oreille, d'une part, puis une autre ligne qui toucherait le haut de la lèvre supérieure et le haut du sourcil ici. Hein? Et donc, il ferait une ligne comme ça qui vous donnerait, quand vous faites ces deux lignes ensemble, un angle, en fait. Hein? Vous auriez donc, là, il faudrait mes deux mains, mais en tout cas, vous auriez une angle horizontale comme ça, puis l'autre plus ou moins penché, si on veut, selon que vous avez affaire à quelqu'un qui a les arcades sourcilières plus avancées, puis le menton plus reculé, si on veut. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'angle facial. Et là, il prétend qu'il nous donne un angle facial typique, enfin, d'un noir. S'il s'en était tenu à ça, on pourrait dire, bon, OK, peut-être, c'est peut-être assez convaincant, c'est une façon de représenter les choses. Mais il est allé un petit peu plus loin, puis là, c'est là que ça devient plus ambigu. Il a fait des comparaisons. Tu sais, par exemple, il nous met un singe, un chimpanzé à gauche, il nous met un noir au milieu, puis il nous met, soi-disant, un blanc plus évolué, là, entre guillemets. Alors, comprenez comment ça devient ambigu, ce genre de présentation-là. Camper lui-même, ça c'est assez curieux, est conscient du danger de ce genre d'image. Puis il dit, surtout n'allez pas conclure de là que le noir sera moins intelligent que le blanc, etc. Il essaye de... Mais de l'autre côté, on pourrait dire que le mal est fait. Hein? La minute où vous faites un genre de présentation comme ça, vous ouvrez la porte à tous les préjugés. Hein? Alors là, ce qu'il fait, évidemment, il vous montre que l'angle facial augmente au fur et à mesure qu'on s'en va dans l'échelle, soi-disant, de la perfection. Là. Chez le singe, l'angle facial serait très, très aigu. Hein? Puis plus on avançait, plus on s'en allait vers l'angle droit, ou même au-delà. Le bonhomme qui représente là, il y a un angle facial de 95 hein? Il n'est pas 90, lui, il est un petit peu plus poussé par là. Hein? Et évidemment, le noir, lui, serait à 85 ou quelque chose comme ça, entre les deux. Hein? Comprenez que... Alors là, comme si c'était passé, il en a refait un autre encore, dans lequel, là, il met toute une série de personnages. Il met un orang-outan à gauche, il met un noir, il met ce qu'il appelle un kalmouk. Un kalmouk, ça, c'était probablement une tête, un crâne qu'ils avaient trouvé de la préhistoire, tu sais, un crâne préhistorique. Ensuite, il nous met un romain de la bonne époque. Puis finalement, l'Apollon de Belvédère. C'est ça qui est toujours la référence, évidemment. Hein? Le profil grec parfait, le 90 etc. Puis là, avec le côté entiché pour les Grecs, tout ce qui est grec est bon. Au 19e siècle, surtout, là, tous les philosophes tombent dans ce panneau-là. Ils méprisent la philosophie romaine ou latine, mais ils ont que des éloges pour Platon et Aristote. Hein? Vous comprenez comment ça se passe. Alors, donc, l'Apollon de Belvédère devient comme la norme, d'une certaine façon. Et là, c'est là que, quand vous faites, évidemment, des séquences de ce type-là, là, avec tous les crânes et tout ça, c'est là que vous créez, évidemment, toujours la possibilité d'une interprétation très raciste, en fait, de ce genre de... Et juste pour vous montrer un exemple deux exemples de ça, un Français puis un Américain. À gauche, c'est tiré d'un manuel de Jules Viré, dont vous oublierez le nom parce que c'est un homme ignoble et on ne devrait même pas le nommer, mais qui fait là, carrément cette association. Vois-tu, il y a l'Apollon de Belvédère en haut, il y a le noir, puis il y a le chimpanzé en bas. Hein? Alors, puis là, il vous dit carrément que le noir est plus près de la bête et c'est pour ça qu'on ne doit pas s'étonner de leur ressemblance et que ces gens-là sont près de la bestialité, etc. Vraiment un texte complètement raciste. Hein? De l'autre côté, à droite, c'est tiré d'un manuel, j'en revenais pas, d'anthropologie qui était dans les écoles, qui était même à l'université. Au début du siècle, enfin par deux bonhommes, Joshua Nott et G.R. Glidden. Alors ça s'appelait Indigenous Race of the Herd, c'est publié à Philadelphie en 1868, donc fin du 19e siècle. Et là aussi, même chose, vous avez Apollon, Belvédère, vous avez le noir, puis vous avez un Young Chimpanzee en bas. Là. Et là, ce qui était
en plus très, disons, dévié, c'est qu'il s'est arrangé pour garder le crâne du noir, vois-tu? Il s'est arrangé pour y faire avancer la mâchoire beaucoup plus que le singe, en fait. Hein? Et le singe, il s'est arrangé aussi pour grossir la boîte crânienne. Hein? Anatomiquement, là, c'est tout faux, là, ce qui est à droite. Là, hein? Tout ça, ça ne tient pas debout. Et là, évidemment, quand vous lisez le texte de ces gars-là, c'est qu'ils nous donnent toutes sortes de détails sur l'intelligence des singes et toutes sortes de détails sur la dégradation des Noirs. C'est comme si l'écart entre les deux est très, très mince. Hein? C'est ça qui est ce genre de discours qui est si négatif, en fait, et qui, malheureusement, enfin, on peut faire remonter à Camper. Hein? Alors, quand des peintres comme Beaucourt ou d'autres, ou ceux qu'on va voir, attaquent ce problème-là, c'est toujours ambigu, en fait, d'une certaine façon, parce que là, ce qu'ils vont chercher comme caractère permanent, ce que j'appelais les caractères permanents, c'est des caractères soi-disant raciaux. Hein? Et là, ils s'intéressent à ça. Alors, là, tu te dis, bon, d'accord, ils enlèvent le côté émotion, les côtés trop évanescents de la figure, mais ce qu'ils vont nous chercher comme caractère permanent, c'est le caractère de la race, hein, entre guillemets. Alors, en tout cas, je pense que c'est bon de le voir dans le contexte de ce genre d'image-là. Et vous allez voir, ça se répète aussi à propos des Indiens. Enfin, on a le même type de raisonnement qu'on pourrait refaire à propos des Indiens. Je vous donne ensuite, alors, dans un tableau d'Edwin Holgate. Alors, là, c'est intéressant de le voir dans ce contexte-là, de dire comment est-ce qu'on perçoit ça. Alors, là, il s'agit d'une jeune Cooley, enfin, ils appellent ça Young Cooley Girl, Jamaica, enfin, donc une noire de la Jamaïque. C'est peint en 1929 et ça appartient à la collection du Musée national des beaux-arts à Québec. Holgate. Alors ça, évidemment, à cause de l'exposition Holgate qu'on a eue l'an dernier, on a tout revu ces tableaux-là. Et celui-là m'intéressait, en fait, parce que je disais, tu sais, je pensais à ma série de cours, j'ai dit, ça, c'est vraiment un exemple qu'il faut amener. Et alors, il a représenté cette jeune fille-là, vous voyez le contraste entre sa robe très blanche, puis sa figure noire, puis ses cheveux noirs. Ce qu'il y a derrière elle, c'est peut-être des bambous ou peut-être même de la canne à sucre, parce qu'à la Jamaïque, la grosse exploitation, évidemment, c'est la canne à sucre. Et alors peut-être c'est ça qu'il a voulu évoquer en même temps. On sait que les parents de Holgate avaient des propriétés à la Jamaïque. Le père de Holgate était un ingénieur qui avait travaillé pour installer le système électrique en Jamaïque, enfin, et donc il y avait des propriétés. Et quand Holgate, que vous voyez ici à gauche, là, est allé en Jamaïque en 1929, il en a profité justement pour faire le portrait de cette jeune Cooley. Et je vous montre à droite, alors là, une image qui, à mon sens, me paraît plus ambiguë, mais en tout cas, de toute façon, on pourrait discuter de ça, qui est une gravure de Holgate, hein, sur un thème aussi où on voit deux femmes nues noires dans des arbres comme ça, présentées de cette façon-là. Je vous lis quand même des descriptions de deux collègues, enfin, que je respecte et qui ne semblent pas avoir le même réticence que moi devant ce genre d'image-là. Par exemple, Rosemary Torval, qui vient de se retirer là, récemment à la Galerie nationale du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, si on veut, à Ottawa, et qui a été responsable pendant toute sa vie, en fait, de la collection de gravures, hein, et de photographies au Musée des beaux-arts du Canada. Et elle écrit ceci, elle dit, dans deux figures jamaïques, enfin c'est ça qui est le titre de cette gravure-là, le peintre fusionne les figures nues et les arbres. La représentation des deux personnages grimpant aux branches d'un arbre sur une plage offre un merveilleux entrelacement de mouvement et de lumière. Autrement dit, elle nous fait une description, disons, je dirais, purement esthétique, enfin, de la gravure. Esther Trépanier, qui vous connaissez peut-être, qui est travaille maintenant, enfin, directrice d'un institut de mode à l'UQAM, mais qui est un historien d'art pour vrai. Elle fait beaucoup de travaux, etc. Elle écrit à propos de la même gravure dans un catalogue qui a été publié récemment là, à Hamilton. Elle dit « C'est à la fin des années 1930 que Holgate réussit le mieux cette intégration du nu au paysage. » Comme dans Deux femmes Jamaïque, une gravure dans laquelle, délaissant le paysage canadien, il réussit à établir une vraie corps à corps entre les personnages et la nature en entremêlant les membres humains aux branches stylisées. En fait, j'ignore si Holgate a voulu souligner la dimension féminine de la nature ou si ces nus n'indiquent pas plutôt une réceptivité à un traitement moderne du sujet.
dans l'esprit d'un Cézanne qui souhaitait harmoniser des courbes de femmes et des épaules de colline. Là aussi, donc, un commentaire purement esthétique, d'une certaine façon. Et au fond, moi, ce qui me gêne, c'est que c'est des Noirs qui sont dans les arbres. Et donc, ma suggestion de tout à l'heure, avec les crânes de singe, puis tout ça, là, on n'est pas si loin de ça, au fond. C'est un peu la même idée, beaucoup plus élégamment traitée, avec, disons, toute l'harmonie que mes deux collègues veulent y voir. Mais au fond, on est encore dans ce genre d'association. Pourquoi des Noirs, d'abord? Pourquoi ils sont-elles dans les arbres? Et nus, en plus. Alors, tout ça, on est encore dans le même genre d'association, je dirais, que ce que je vous montrais tout à l'heure. Troisième exemple, d'un peintre que vous connaissez ici, si vous fréquentez un petit peu le Musée des Beaux-Arts, c'est Prudence Howard. Je vais vous montrer un tableau qu'elle a fait, enfin pas à la Jamaïque, elle, mais plutôt dans les Bermudes, dans lequel on pourrait parler aussi de l'intégration de la figure dans un paysage. Mais juste quelques mots sur Prudence Howard. Elle est née dans une famille bien là, de Montréal, on peut dire, enfin 13 ans moyen. Et elle a fait des cours à la Art Association, comme vous savez, c'est l'ancien nom du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et elle a eu comme professeur Brymner. Alors, Brymner, évidemment, c'était à l'époque peut-être pas le plus ouvert, mais en tout cas, de toute façon, il parlait un petit peu d'impressionnisme, des choses comme ça. Alors, il a orienté ses étudiants vers ce qu'on pourrait appeler, peut-être pas l'art extrêmement moderne, mais en tout cas l'art moderne plutôt que juste les maîtres anciens. Et elle a suivi aussi des cours d'été avec Maurice Collin. Enfin, ça aussi, c'était sympathique parce que Collin, lui, amenait déjà ses étudiants dans la nature, afin peindre devant le motif, au lieu de s'en tenir simplement au studio. Elle a aussi fait partie de ce Beaver Hall Group. Comme vous savez, bon, ce n'est pas un groupe qui a duré très longtemps, on pense peut-être 2 ans au maximum, qui était un groupe d'anglophones du Québec qui tentait de faire une contrepartie, si on veut, au groupe des Sept. Et ça, cette idée-là va être reprise par Lyman. Lyman va parler d'un Eastern Group of Painters, en suggérant évidemment que le groupe des Sept, c'est un Western Group of Painters. Alors, c'est un peu cette difficulté qu'on a eue d'essayer de montrer que ce que le groupe des Sept présentait comme étant typiquement canadien, qui était uniquement le paysage, en fait, limitait toute la possibilité d'expression des peintres. Et alors, par exemple, dans ce tableau-là, qui est célèbre, qui est ici au musée, qui s'appelle At the Theatre, au théâtre, là, évidemment, le Holgate, pas Holgate, Mme Hayward, est intéressée à montrer des personnages plutôt que des paysages, des personnages modernes, disons, dans un contexte actuel, enfin, des gens qui vont au théâtre avec tous les costumes, etc. Il y en a une qui tient même le programme, là, etc. Alors, donc, ce genre d'approche-là était complètement omis du groupe des Sept. Le groupe des Sept ne fait pas de portraits, ou très peu. En tout cas, Harris en a fait un petit peu, mais la plupart du temps, au contraire, ce qu'il suggère toujours, c'est que la façon de peindre le Canada, c'est de peindre le paysage. Et tout ce qui est nu, personnage, tout ça, c'est dépassé, ça ne faut plus faire ça, etc. Alors, eux, ils réagissent contre ça. Alors, même si le Beaver Hall Group n'a pas duré très longtemps, il reste que les peintres de ce groupe-là ont eu une influence considérable, surtout au Québec, parce que d'une certaine façon, ils sont aussi tout de suite ralliés aux avant-gardes qui ont suivi, comme par exemple, quand on a fondé le Canadian Group of Painters en 1933, Prudence Howard était une des premières fondatrices, et quand Lyman crée la CAS, la fameuse Contemporary Art Society, dans mon temps, on appelait ça la CAS, mais en fait, on ne disait pas la SAC, comme on aurait dû dire, la Société d'art contemporain, mais disons que là aussi, Prudence Howard est dans les tout premiers fondateurs de la Contemporary Art Society. Alors donc, ces gens-là, même si le Beaver Hall Group n'a pas duré très longtemps, ils sont associés à tous les mouvements d'avant-garde, puis ils ont quand même fait une œuvre respectable et considérable, puis comme je vous dis, en opposition un petit peu au groupe des Sept. Lyman n'aimait pas du tout les peintres du groupe des Sept, il n'était pas d'accord avec les politiques d'acquisition aussi de la Galerie nationale à l'époque, qui achetait beaucoup des choses de Jackson, de Lismer, puis tout ça, puis qui n'achetait pas, évidemment, ses affaires. Alors, il était très sévère là-dessus. Il avait dit d'ailleurs que tous ceux qui s'étaient passés par la moindre académie ne feraient pas partie de son groupe, etc. En tout cas, il essayait justement de prendre ses distances avec le groupe des Sept.
avec comme conséquence, évidemment, qu'ils ont été beaucoup moins populaires que le groupe des Sept, hein, parce que ceux qui ont vraiment encouragé le groupe des Sept, c'était on pourrait dire Ottawa, c'était la Galerie nationale surtout. Alors, donc, c'est la situation. Dans le cas de Prudence Hayward, donc, une femme assez riche qui fait son éducation comme ça dans l'Art Association, qui complète ça aussi par une bourse quand ça va à Paris pour une saison. Académie Calorossi, OK. Alors ça, on sait ce que ça veut dire. C'est la possibilité d'avoir des modèles, essentiellement. Pas beaucoup de professeurs. Souvent, dans ces académies françaises, c'était des professeurs de l'École des Beaux-Arts qui faisaient un petit pécule de plus, là, en donnant des cours à des étudiants étrangers là, qui passaient, etc. Peut-être pas très sérieux. Elle est installée à l'hôtel Lutetia. J'imagine que c'était pas trop mal. C'est une des hôtels bien de Paris. Et elle termine, je vais juste finir d'esquisser un peu sa carrière parce qu'elle est peut-être moins connue. Elle termine sa vie en Californie à cause d'une mauvaise santé. Elle a eu un accident aussi vers la fin de sa vie, un accident d'auto. Et là, elle va vers un climat plus serein, disons, puis elle meurt à Los Angeles. Mais le tableau qui m'intéressait dans le contexte actuel, c'est celui-ci. C'est un tableau qu'elle a dû faire aux Bermudes. Elle voyage beaucoup. Elle se promène à la fois dans le nord du Québec, etc. Elle va aussi dans la région de Charlevoix, etc. Mais aussi, de temps en temps, elle fait des voyages plus exotiques, comme par exemple aux Bermudes. Et là, c'était l'idée de l'intégration, un peu comme dans la gravure de Holgate, que je vous présente tout à l'heure, de l'intégration d'un personnage noir dans un décor qui serait la nature, en fait, de son pays. Hein. Alors, d'où les plantes exotiques autour d'elle. Et par contre, Hayward, qui est quelqu'un qui a une santé fragile, qui est souvent souffrante, là, j'ai l'impression qu'elle projette aussi un peu dans son personnage une espèce de plainte. Là, il y a un côté plus humain, si on veut, que dans le personnage d'Holgate, qui est très neutre, qui est simplement comme une étude de caractère et de caractère ratio, je dirais. Tandis que là, au contraire, on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un. Hein, qui serait, OK, présenté comme ça dans un décor typique des Bermudes, mais qui, d'autre part, exprime des sentiments personnels, etc. Donc, on aurait peut-être là plus d'empathie, si on veut, de la part du peintre que dans le cas de Holgate, hein, qui a l'air vraiment détaché par rapport à sa young coolie girl. Là. On a l'impression ça fait partie d'un tableau où on essaie de représenter un peu toutes les races. Hein. OK, ça, c'était mes 3 exemples de portraits de noirs. Bon, il y aurait peut-être, on pourrait allonger la liste. L'autre, évidemment, série de portraits qui était tentant de faire, c'est des portraits d'Indiens. Hein. Alors là aussi, on pourrait dire qu'on est devant la même situation. Les toutes premières représentations des Indiens n'ont aucun espèce de caractère racial associé à eux. Ça, c'est dans Champlain, hein, Believe it or not. C'est Samuel de Champlain qui fait une carte géographique en 1612 et qui demande à un graveur qui s'appelle Pelletier, sur lequel on ne connaît absolument rien, sauf qu'il a fait une série de gravures sur les Césars. Là. Mais ce David Pelletier, il lui demande de représenter des Indiens comme ça dans un petit encart, si on veut, dans une petite encadrée dans sa carte. Alors, imaginez une grande carte géographique qui représente tout le Canada, enfin, comme Champlain pouvait le connaître. Puis dans le bas, il y a un petit carré comme ça dans lequel on voit des Indiens. Alors là, j'en ai pris juste 2 exemples, en fait, juste 2 personnages pour vous montrer un peu le genre de problème que ça posait. Figure des sauvages almouchiquois. Alors, les Almouchiquois, ça serait ce qui correspondrait peut-être aux Micmacs, nous autres. En tout cas, ce seraient des Indiens qui seraient sur les côtes maritimes du Canada, hein, qui seraient donc en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, là, dans ce coin-là. Et là, ils sont représentés avec, soi-disant, des plantes typiques. Enfin, la dame ici tient dans ses mains une espèce de courge. Et par ailleurs, la tulipe, là, qu'elle a dans l'autre main, on ne sait pas trop ce que c'est, on pense que c'est une représentation du maïs, hein, mais qui serait très naïve et par quelqu'un qui n'en aurait pas vu souvent. Hein. Et d'ailleurs, le maïs, c'est une plante typiquement américaine, hein, qui n'entre en Europe que graduellement. En plus, qui rentre par le sud de l'Europe. Hein. Les premières cultures de maïs en Europe, ça se fait au Portugal, ça se fait en Espagne, puis ça monte tranquillement vers la France. Et au début, c'est une plante ornementale. On met ça dans le jardin, on en met une, juste pour épater les voisins. Tu sais, ça pousse, c'est assez gros, évidemment. Puis on ne sait pas quoi faire avec, on ne mange pas ça, évidemment, c'est quelque chose d'horrible. Et alors, c'est se peut que le dessinateur de Champlain en ait jamais vu, se fie plus ou moins à des descriptions de l'époque, tout ça. Et ensuite, de l'autre côté,
vous avez un Indien, mais regardez la figure de ce bonhomme-là, avec sa petite barbiche, ça, il ressemble plutôt à Henri IV. Hein? Il n'y a pas grand-chose d'Indien, à notre point de vue, en tout cas. Et ça veut dire, donc, vous avez une époque, au 17e siècle, en fait, Champlain, c'est 1612, là, où le concept de race n'existe pas. Ils ont le concept de sauvage. Le sauvage, c'est quelqu'un qui est plus près de l'animalité que de la raison. Hein? Ils font une hiérarchie entre les gens. Au sommet de la pyramide, il y a le roi. Ensuite, il y a les nobles. Ensuite, il y a les bourgeois. Ensuite, il y a les pauvres. Puis en bas, il y a les sauvages. Et on s'imaginait qu'il y avait des sauvages aussi en Occident, en Europe. Hein? L'homme sauvage, c'était une espèce de personnage issurpe, tout poilu, là, complètement, et qui vivait dans les forêts, et puis qui, de temps en temps, arrivait dans un village, faisait peur à tout le monde. Hein? C'était ça, un peu, leur idée. Et quand ils arrivent ici, évidemment, ils sont un peu déçus parce qu'ils s'attendent à voir le grand camp, et tout l'Orient, avec les pagodes, etc., puis ils ne retrouvent rien de ça. Ils sont pris avec ce qu'ils appellent des hommes sauvages ou hommes sauvages. Déjà, Cartier les appelle comme ça. Hein? Alors là, ils n'ont aucune conception de race. Ils ont une conception de la hiérarchie des humanités, mais ce n'est pas racial. Et c'est pour ça donc qu'on peut imaginer des visages tout à fait européens sur des personnages qui voudraient être au contraire des représentations d'Indiens. Hein? Alors là, c'est pour montrer encore, là, comme tout à l'heure, ça serait le parfait parallèle, ça, à ma représentation des rois mages tout à l'heure. Hein? C'est-à-dire qu'on est à peu près devant les mêmes types de problèmes. Et là aussi, ben là, peut-être que c'est plus difficile à montrer. Je n'ai pas un exemple aussi clair que Camper pour montrer comment, scientifiquement, on s'est mis à représenter des Indiens. Mais il y a des études qui ont été faites par un bonhomme qui s'appelait Morton. Et en gros, ça revient à ceci, c'est qu'ils font une hiérarchie sociale, si on veut. Au sommet, il y a toujours les Blancs, tout le temps. Et au milieu, les Indiens, puis au bas de l'échelle, les Noirs. Hein? Il y a toujours trois degrés comme ça. Alors, Morton, lui, a mesuré des crânes, puis tout ça, puis il a tout fait des faux calculs. Mais en tout cas, il part avec l'idée, évidemment, il faut que c'est ça qu'il doit démontrer. Puis par ailleurs, bien, évidemment, sa théorie se trouve démontrée par ses calculs. Alors, dans le cas de je vais vous montrer quelques portraits d'Indiens faits par Holgate. Mais dans le cas de Holgate, l'intérêt pour les portraits d'Indiens vient aussi de son éducation à Paris. Holgate a été en contact, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est un fait qu'il a été en contact avec des immigrés russes à Paris. Et en particulier, il y en a un qui l'a fasciné, qui s'appelle Yakovlev. Hein? Yakov, comme Jacob, si on veut, Yakovlev. Hein? C'est un immigré russe qui vit à Paris et qui fait partie d'une espèce d'avant-garde réaliste, en fait, de l'époque. Enfin, ce groupe-là s'appelait Mir Iskouvtseva, qui est un peu différent. Enfin, vous avez, quand vous parlez de l'avant-garde russe à l'époque à Paris, on pense à Malevitch, on pense à des gens comme ça qui faisaient des tableaux très, très abstraits. Mais il y avait aussi un autre groupe de peintres très professionnels, comme par exemple ce Yakovlev, qui était au contraire des peintres réalistes et qui vont être assez populaires durant les années 30, c'est-à-dire au moment où Holgate aussi va pouvoir les rencontrer. Un de ses professeurs, Milman, aussi, était un émigré russe. Hein? C'est toujours le même genre de gens. Puis d'ailleurs, Holgate avait fait un grand voyage avec l'Orient Express là, pour aller vers la Russie, etc. Bon. Et là, ce que ce Yakovlev fait, c'est des portraits. C'est un grand voyageur qui se promène beaucoup. Il fait des portraits, par exemple, d'un Chinois typique. En fait, ce qu'on verrait à gauche ici, là, ça voudrait être, c'est fait à la sanguine au fusain. Hein? La tête est faite à la sanguine, d'où la couleur. Et ça serait, il appelle ça tout simplement un Chinois en robe noire, fait vers 1818-1919. Alors, au cours de voyage qu'il a fait en Chine, il fait des dessins comme ça. L'autre, évidemment, c'est une jeune femme noire, qui est une femme africaine, 1925, encore par le même peintre. Et c'est un peintre, donc, avec lequel Holgate est en contact. Alors, si bien que quand Marius Barbeau donne à Holgate la possibilité d'aller se promener un petit peu sur la côte ouest, on peut dire que cet intérêt pour des faciès qui seraient très typiques au point de vue, disons, d'appartenance ethnique, ça intéresse Holgate. Hein? Alors, il fait le périple avec Barbeau. Barbeau les amène sur la Skeena River. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, là, c'est dans la Colombie-Britannique, pas mal au nord, et pas à la frontière de l'Alaska, mais en tout cas, disons, assez au nord. Et là, c'était un endroit où il y avait plusieurs groupes indiens assez peu touchés par la civilisation
et dans lequel, enfin, ce que pensait Barbeau, c'était de pouvoir faire un immense parc national dans ce coin-là, de sauver les totems, puis d'attirer le tourisme dans cette région-là. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il amène avec lui des peintres. Hein? C'est parce qu'il se dit, si on veut convaincre les gens d'aller visiter ces coins-là, il faut les représenter en images. Aujourd'hui, on aurait des reportages vidéo, des choses comme ça, mais disons, dans les années 20, l'idée d'apporter des peintres avec lui faisait du sens. Hein? Et là, avant de passer aux travaux de Holgate sur les Indiens, je vous montre juste ces deux documents-là rapidement parce qu'ils sont très dépendants de Yakovlev. Hein. Il s'agit d'un vieux couple de Bretons. Là. Malheureusement, je n'ai pas une photo en couleur pour la dame, là, mais en tout cas, vous pouvez imaginer que c'est exactement traité de la même façon. Ça fait beaucoup penser aux travaux de Yakovlev, sanguine et fusain, vieux personnages, typiques aussi, qui seraient des vieux Bretons, là, tels qu'on pourrait l'imaginer à l'époque. Hein. Alors, quand Holgate revient de son expédition sur la Skeena, là, il y a une autre occasion, en fait, de montrer un peu ces tableaux. C'est cette exposition qui est organisée aussi par la Galerie nationale à l'époque, et avec la collaboration de Marius Barbeau, qui est, vous savez, enfin, un grand anthropologue canadien-français, mais qui a travaillé surtout à Ottawa, enfin, presque toute sa vie. Enfin, il a été au Musée de l'Homme, etc., puis il a été un incroyable collectionneur de tout ce qu'on pouvait collectionner, à la fois, disons, chez les Indiens et aussi sur la côte de Beaupré, Charlevoix, etc., chez les Canadiens français. Enfin, il a collectionné tout ce qui était possible de collectionner. Et là, donc, ils organisent une exposition qui est assez bizarre, qui s'appelle Exhibition of Canadian West Coast Art, Native and Modern. Hein? C'est-à-dire que, et là, c'est une photo d'accrochage, si on veut, dans lesquelles on mêle des sculptures, disons, des Indiens de la côte ouest, là, comme vous pouvez voir là, au milieu, même dans des boîtes, là, ici, tu sais, ces fameux coffres là, que ces Indiens-là font. Des fois, tout à fait à gauche, vous voyez une couverture Chilkat. Enfin, donc, on mêle des artefacts ou des sculptures faits par les Indiens de la côte ouest avec des tableaux de peintres plus ou moins connus à l'époque, mais disons, Holgate occupe tous les 4 premiers tableaux là, que vous voyez à droite, c'est tous des tableaux de Holgate, ça. Et tout de suite après, le tableau qui suit, qu'on voit vaguement des totems, c'est Émile Carr. Hein. Émile Carr, à cette exposition-là, avait une trentaine de tableaux. Hein. C'est vraiment la révélation de l'œuvre d'Émile Carr sur les thèmes indiens là, pour le public canadien. Là. C'est à cette exposition qui se fait en 1927, hein, à la Galerie nationale à l'époque. Et évidemment, ce que vous voyez comme endroit, c'est la Galerie nationale, pas comme on la connaît maintenant. Évidemment, c'est même pas quand on était sur Elgin, c'était quand la Galerie nationale faisait partie. Tu sais, moi, je me rappelle même tout jeune, on allait, il y avait les dinosaures d'un côté et puis les tableaux de l'autre. C'était, tu sais, le musée Victoria qui était sur la rue Metcalfe, qui est encore un peu un musée de l'homme maintenant. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Peut-être que ça a été transformé encore en bureau, etc. Mais à l'époque, c'est ça, on mettait tout ensemble. Il y avait les tableaux, un peu d'un côté, puis de l'autre côté, tout ce qui pourrait être musée de l'homme, musée de la nature, etc. Enfin, c'était ça qui était la Galerie nationale du temps. Hein. Et là, disons, Barbeau espérait beaucoup de cette exposition-là parce qu'il dit ça va révéler à la fois l'importance de l'art des Indiens, que les gens ne connaissent pas, puis d'autre part aussi, comment ça peut être une source d'inspiration pour nos peintres. Et là, il pensait en fait faire une espèce d'art typiquement canadien de cette façon-là. Alors, les 4 dessins d'Holgate qui sont là, je vais vous en montrer au moins 3. En fait, là, vous en voyez à peu près, je les ai mis à peu près dans le même sens. Et là, donc, il a présenté une vieille dame indienne, là, ici à gauche. Alors, il nous donne son nom, Hannah Jackson, wife of William Nass, en tout cas. Et aussi Kisgegas Tribe, alors il donne même la tribu. Là. Donc, vraiment comme un ethnologue frais, c'est-à-dire, et probablement que ce genre de portrait-là aussi est apprécié par Barbeau. Parce que c'est ça, lui est anthropologue, il n'est pas un artiste. Alors, il est intéressé par ça. Hein. Et les deux autres, c'est un chef, Gittikan, qui est aussi, alors rencontré sur la Skeena, mais qui devait être assez spécial. Moi, j'ai eu beaucoup d'admiration pour ce chef-là. Il a posé pour Holgate, mais il n'a jamais adressé la parole à Holgate. Il faisait parler un de ses subalternes. Hein? Autrement dit, un petit peintre là, qui vient du Canada de l'Est, là, moi je ne parle pas à ça, occupez-vous de lui, etc. Bon, il veut faire mon portrait, alors il se met de face, puis ensuite de profil, mais il garde toute son autorité d'une certaine façon. Et d'ailleurs,
l'espèce de chapeau qu'il porte, l'espèce de couronne, si on veut, est très typique et c'est assez bien représenté. Enfin, Holgate est un dessinateur attentif, formé par Yakovlev, hein, vous voyez l'affiliation qu'on voit avec ça. Et là, donc, il nous fait des portraits d'Indiens qui sont, disons, typiques ou qui sont dans lesquels, justement, le côté permanent, si on veut, du personnage est très marqué. Hein. Alors là, de temps en temps, il intitule Indian Chief Skeena River, celui du haut. Puis l'autre, ben, le même personnage, il lui donne tout d'un coup son nom, là, Wallace. En tout cas, tout d'un coup, on révèle un peu plus de quoi il s'agit. Hein. Alors, il réussit donc à faire poser ces chefs indiens. Il se trouvait à amener dans le phénomène de la, si on veut, de la représentation un peu du Canada, des thèmes qui étaient moins exploités par d'autres. Hein. Par exemple, Émilie Carr n'a pas fait beaucoup de portraits d'Indiens comme tels. Hein. Elle a fait beaucoup de portraits de villages indiens avec des totems et des choses comme ça, ou alors des sculptures, mais pas de portraits d'Indiens. Je pense qu'elle a préféré montrer comment l'Indien se perçoit lui-même. Hein, ce qui était une chose plus subtile que simplement faire le portrait de l'autre comme un autre, comme quelqu'un d'objectif qu'on voit de loin. Hein. Et si vous pensez aussi à Jackson, ou tous les gens qui sont allés, tous les groupes du groupe des 7 qui sont allés vers l'Ouest, ils n'ont pas fait de portrait d'Indiens. Ils ont pu faire de temps en temps, Jackson a fait des portraits de villages et des choses comme ça. Alors donc, Holgate peut-être s'est dit, tiens, là, j'ai une espèce de niche possible dans laquelle je pourrais faire quelque chose de différent. Hein. Et d'ailleurs, le concurrent de Holgate sur ce genre de portrait-là, ce serait un Américain qui s'appelle Langan Kinn. Et il avait eu une commission formidable à un moment donné par la National Geographic Magazine de faire toute une série de tableaux sur les thèmes indiens. Alors, ce n'est pas un très grand peintre, c'est un illustrateur, si on veut, mais Marius Barbeau avait beaucoup d'admiration pour lui. Il trouvait que lui, il a l'affaire, tu sais, c'est vraiment le gars qui va faire notre publicité le mieux, etc. Et il l'a amené aussi avec lui dans la même région de la Skeena. Enfin, il a fait des voyages comme ça chaque année avec différents peintres, et une fois, donc, avec Holgate. Hein. Puis, regarde, vous en avez 2 autres exemples ici, alors une dame, puis un vieux monsieur qui est le chef Gitskan, Jim Lax Sitax, qui est aveugle en plus. Alors donc, il ne voit pas. Il y a une photo qui est assez désagréable. On le voit assis en hauteur, comme ça, sur une espèce de banc, comme si Holgate avait demandé d'être plus haut que lui. Hein, pour faire son dessin, pour lui donner une espèce d'autorité comme ça. Le gars est aveugle, il ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. Alors, il se tient là tranquille, puis il fait faire son portrait comme ça. Et Émilie Carr fait une réflexion extraordinaire, parce qu'Émilie Carr visite l'exposition dont je vous parlais en 1927, puis il n'y a pas un chat. Elle arrive au vernissage, elle dit « We must be too early. Hein? » Tu sais, quand tu rentres dans un musée, puis il n'y a pas grand monde, tu dis « On est un peu tôt. Hein? » Puis là, il n'y a personne qui vient. Et là, Marius Barbeau est très déçu parce qu'il s'attendait de faire un impact avec cette exposition-là. Puis là, il se rend compte que les gens de la Galerie nationale n'ont pas pris ça trop au sérieux, qu'ils n'ont pas fait la publicité qu'il fallait, etc. Et là, Émilie Carr fait la réflexion, elle dit « I was glad that he was blind. He could not see what was happening. Hein? » J'étais heureuse qu'il était aveugle parce qu'il ne pouvait pas voir ce qui se passait. OK. Donc, ça, vous voyez, donc, il y aurait... C'est sûr que je vais très vite parce que c'est des problèmes qui pourraient être très complexes. Hein? On pourrait dire toute cette idée de caractériser les Indiens. En fait, je ne vais pas parler de Paul Kane et d'autres. En tout cas, on pourrait imaginer toute une histoire de ça. Mais enfin, ce que je voulais surtout, c'est... Je pense que c'est un exemple probant, là, de montrer cette distinction entre l'individu et le personnage, en fait, les caractères plus permanents du personnage. Et là, j'arrive à ma 3e thèse, qui est plus controversée, qui est un petit peu plus difficile à faire avaler, c'est qu'on aurait chez notre cher ami Chisor-Côté une entreprise un peu du même genre. C'est-à-dire où il s'agirait de pouvoir caractériser la race canadienne-française, entre guillemets, évidemment, je mets tout ça entre guillemets, en faisant des portraits d'habitants de la région d'Arthabasca. Et en particulier de ce bonhomme Esdras Cyr. C'est comme ça qu'il s'appelait. Alors, dans le temps, moi, je me rappelle à la campagne, on appelait ça des pères. Hein? Le père Cyr, hein? Le père Moreau, le père... C'était l'expression qu'on employait. Non pas que c'était des abbés ou des curés, mais c'était que c'était des chefs de dynastie. Hein? C'est le vieux bonhomme qui est là,
travaillent plus. En général, ils sont retirés au village. Et d'ailleurs, si vous remarquez, dans le portrait de gauche, c'est un pastel, en fait, que Suzor Côté l'a représenté dans ses beaux habits du dimanche. Hein. Il est bien habillé, là, il a sa petite cravate, etc. Puis au contraire, à droite, avec la chemise à carreaux, ça, c'est la chemise de travail. Hein. Alors là, il a fait le portrait de ce bonhomme-là. Il l'a trouvé, enfin, dans la région des Bois-Francs, c'est-à-dire vraiment où lui aussi, Suzor Côté, a vécu, etc. Et il habitait à Arthabasca, enfin, vraiment là, dans cette région-là. Puis c'est un des vrais pionniers là, de cette région-là. Vous savez que c'est une région qui a été défrichée de peine et de misère par ces gens-là, etc. Ils ont certainement beaucoup de mérite, enfin, pour avoir créé toute cette région. Ça ne s'appelait pas pour rien les Bois-Francs, hein, parce qu'il y avait beaucoup de forêts. Et ils ont réussi, au contraire, à transformer ça en terre de culture. Alors, Renaud Lavergne, qui est un journaliste qui avait rencontré M. Cyr, enfin, nous le décrit un peu, je vous lis ce qu'il en disait. Il dit « C'était vraiment un vieux pionnier authentique, possédant une physionomie remarquable. Suzor Côté l'a peint sous toutes ses faces. Son portrait est dans le moindre des musées du Canada et des États-Unis. En fait, on connaît à peu près une trentaine de portraits de M. Cyr faits par Suzor Côté, hein, qui sont, comme il dit, là, un peu partout. Dans tous les musées en ont un, et à la fois au Canada et aux États-Unis. Et Suzor Côté disait « Il m'a rapporté beaucoup d'argent, ce bonhomme. Il s'appelait Esdras Cyr, mais portait le sobriquet de Finette, ce qui le caractérisait parfaitement. Il était doué de beaucoup d'esprit, ses réparties étaient fines et amusantes. Plus Suzor le faisait parler, plus il s'attachait à son modèle. Le vieux nous raconta la rude existence qu'il avait menée dans sa lutte contre la forêt et la misère lorsqu'il vint s'établir à Sainte-Sophie d'Halifax avec pour toute fortune sa hache et son courage. Hein? Donc, on a un personnage qui était probablement très typique. Hein? Donc, je vous disais, je ne vais pas vous montrer les 30 œuvres, mais je peux vous en montrer deux autres, justement, pour montrer qu'il en a fait plusieurs. Alors, c'est toujours Esdras Cyr. Souvent, des fois, il note à côté, vas-tu, Arthabasca, des choses comme ça, ou même, parfois, même son âge, 82 ans. Hein? Alors, il semble-t-il que le bonhomme Cyr ne demandait pas trop d'argent pour poser. Mais il s'est aperçu, il s'appelle Finette, c'est pas pour rien, il s'est aperçu que Suzor lui vendait ses tableaux assez cher, hein, ses portraits à lui. Alors, il lui aurait dit ceci, « C'est pas juste, M. Côté. Hein? Vous me donnez 30 sous puis un paquet de tabac pour faire mon portrait. Et il paraît que vous vendez ça 200 ou 300 piastres. Il faudrait me payer plus. » Très bien. Le modèle a le droit d'avoir une ristourne importante, surtout quand ça devient presque le gagne-pain de Suzor Côté. Il dit, il m'a fait faire beaucoup d'argent, ce bonhomme. Oui, OK, mais c'est très bien. Mais en tout cas, partagez un petit peu vos avoirs avec votre modèle. Hein? Mais il était assez fin pour s'apercevoir qu'il avait entendu dire, il vend ça 200-300 $, etc. Alors, non seulement, donc, Suzor Côté va faire plusieurs portraits de ce personnage, mais va aussi en faire des versions en sculpture. Vous savez que Suzor Côté maniait, au fond, la sculpture, le couteau, aussi bien que le pinceau. Et on a, par exemple, un buste du bonhomme Cyr, ici, fait en plâtre, mais qui était évidemment comme une étape pour en faire une sculpture en bronze. Hein? C'est tout à fait la façon dont on faisait à l'époque. Alors là, il est représenté de face, avec beaucoup d'aplomb, etc. Et voyez, au fond, quand je vous disais tout à l'heure que le projet qui est derrière ça, c'est de créer une espèce d'image de la race canadienne-française, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, ce qu'il cherche, c'est un type hein, qui serait tout à fait caractéristique de nos ancêtres, si on veut. Hein. Et il y a aussi une version en bronze du même personnage qui est assis comme ça sur sa chaise, en train de jongler, comme on disait, enfin, entre guillemets, en train de penser, parce que, évidemment, quand il a 82 ans, il n'est plus à l'ouvrage, il est retiré dans le village, il s'ennuie d'ailleurs fermement, et d'ailleurs, sur le socle de la sculpture, ce que vous voyez, il y a un fusil, là, il y a un couteau de chasse et des choses comme ça, enfin, et de l'autre côté, il y a un gant d'or, puis des instruments de travail. Alors, c'est le travail et la chasse, hein, c'est les deux disons, symboles qui accompagnent notre personnage et qui nous font penser à lui. Hein. Alors là, cette sculpture-là va être exposée, va être faite en plusieurs exemplaires, on la retrouve aussi partout. Et là, je vous cite un petit peu un autre journaliste qui s'appelle Léon Lorrain, qui décrit un peu l'effet
que ce genre de sculpture-là fait sur le public. Et là, faites attention au texte, vous allez voir que là, tout de suite, on voit un peu comment c'est interprété. Il dit, « Monsieur Suzor-Côté manie les beaux-choirs aussi bien que le pinceau. » Autrement dit, il peut faire de la sculpture autant que la peinture. Que dire de son pionnier, sinon transcrire l'exclamation d'un amateur au goût sûr, quoique bref dans son expression, « C'est-tu bien ça? » Hein? Il y a un bonhomme qui se présente devant la sculpture, il regarde ça et il dit « C'est-tu bien ça? » Il l'a, lui. Il l'a l'affaire. Oui, c'est tout à fait ça, continue Lorrain. Ce bonhomme mantois, bien calé dans sa berceuse, ne pourrait être ni irlandais, ni écossais, ni même français. Vous l'avez vu dans nos campagnes, vous le reconnaîtrez tout de suite. C'est là de l'excellent nationalisme. Et notre art a besoin, s'il ne veut pas être écrasé par une redoutable concurrence, d'être profondément nationaliste. M. Suzor-Côté a su tirer de notre sol l'un de ses types les plus représentatifs. Tu sais, le sol, le type représentatif, on n'est pas loin de la race, là. Hein? On est dans... Puis le nationalisme, etc., puis la concurrence avec les autres. C'est pas un Irlandais, c'est pas un Écossais, c'est pas... Alors, vous voyez ce que je voulais dire tout à l'heure, donc, en disant que le projet, je ne dis pas que ça épuise complètement le sens de ces sculptures-là, mais un des projets de Suzor-Côté, c'est ça, c'est de nous représenter, disons, le Canadien-Français type, là, celui qui serait vraiment, qui représentait le mieux l'ancêtre. Et il continue... On ne campe de la sorte un personnage d'après un croquis d'album de voyage. C'est là le fruit de 10 années d'observation subconsciente. OK. Deux idées. L'idée de nationalisme, mais surtout l'idée plus bizarre, l'idée d'une concurrence. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on affirme de façon très, très forte le caractère du Canadien français parce qu'on est mêlé avec toutes sortes d'autres races et d'autres nations, etc. Et donc, il faut qu'on trouve notre type là-dedans. Et ça, évidemment, ce genre d'idée-là, ça renvoie tout de suite à l'abbé Groulx. En fait, je pense qu'il n'y a pas de mystère. C'est l'abbé Lionel Groulx qui a... il ne fait pas toujours, d'ailleurs, la distinction entre culture et race. Hein. Il passe de l'un à l'autre. Et il est très mixophobe, c'est-à-dire qu'il est très... il n'aime pas les mélanges. Hein. Je vous cite un passage de Groulx, il dit « Il eût fallu tenir pour indubitable que le Canada français ne saurait être ni mi-anglais ni mi-français. Hein? » Ça, c'est une idée de Groulx. On ne peut pas être de deux cultures à la fois. On peut être que... Ou qu'il ne sera jamais qu'au détriment de soi-même. Ah oui, si vous êtes de deux cultures, c'est au détriment de vous-même. C'est au détriment de votre authenticité. L'on ne peut appartenir également à deux cultures, pas plus qu'on ne peut se donner deux personnalités intellectuelles, deux personnalités morales. L'on est de sa culture qu'on est de sa race. Donc, les deux choses sont très, très liées pour lui. La loi suprême de la forte personnalité, c'est l'unité. Hein? Alors, ce genre d'idée-là, évidemment, c'est ça que le journaliste Lorrain reflète un peu quand il dit on est dans la concurrence, on a besoin d'affirmer le type de façon très, très forte. Alors, j'ai l'impression que là, on touche un peu l'intention, en tout cas une des intentions de Suzor-Côté. Il a fait aussi à sa sculpture un pendant féminin. Hein? Vous retrouvez ici à gauche, et que je mets en parallèle avec une autre gravure un peu plus insipide là, de M. Franchère, qui est une illustration d'ailleurs du livre de Groulx qui s'appelle « Vieilles choses et vieilles gens », et qui, en fait, qui porte en intitulé « Nos grands-mères tricotent même en dormant hein? ». Alors ça, c'est formidable. Je ne sais pas quelle sorte de boxe ça finit par faire, mais en tout cas, il tricote même en dormant. Bon. Et évidemment, aussi, c'est le même sujet qu'a retenu Suzor-Côté, la tricoteuse, là, et si vous remarquez, le socle sur lequel elle se trouve donne l'impression d'être des planches de bois. Hein? Et donc, là, l'association, évidemment, qu'on fait, c'est qu'elle est à l'intérieur. Hein? Elle fait les travaux domestiques. Et lui, le bonhomme, tout à l'heure, avec son fusil et son gardon d'or, lui, il est à l'extérieur, normalement. Là, il est assis sur sa chaise, il s'emmerde, il est coulé dans le bronze, il est devenu une idée nationaliste, mais là, c'est pas vraiment son monde. Hein? Et d'ailleurs, c'est toujours le drame de ces vieux-là, de revenir dans l'univers domestique des femmes, puis de s'emmerder, puis de rêver que ça va finir, puis qu'il va se retrouver ailleurs. Mais alors, c'est un peu ça, c'est un peu cette opposition-là, un peu facile, que fait Suzor-Côté entre ces deux personnages, en les caractérisant comme hommes et femmes aussi hein, à l'intérieur. Donc, déjà, là, on aurait un autre niveau d'interprétation de ce genre de personnage. En tout cas, je ne sais pas si je vous ai convaincu avec ce parallèle fait. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas des portraits exotiques, cette fois-là. Ils sont exotiques
dans la mesure où ils ne nous concernent pas, nous. Ils sont exotiques pour l'extérieur, hein, pour un Américain qui les verrait ou pour un Français. Alors, il pourrait les voir de l'extérieur comme ça. Mais cette préoccupation de type ethnique, je pense, enfin, on ne peut pas le nier, peut revenir aussi même quand on essaie de représenter les Canadiens français. Hein. Une phrase qui revient constamment, à la fois chez les critiques du temps, puis des fois qu'on revoit, c'est que Suzanne Côté aurait représenté l'âme canadienne française. Hein? Tu sais, cette idée qu'il y aurait une espèce d'âme. Et je lisais dans un philosophe français qui s'appelle Lavelle, cette très belle définition de l'âme, puis je me demandais, j'ai dit, ça peut-tu s'appliquer à lui? Il dit, avoir une âme, posséder une âme, c'est posséder des richesses que l'on n'a pas. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un avoir une âme, c'est d'avoir plus que ce qu'on a. C'est d'avoir des aspirations plus fortes que ce qu'on a. Hein, il continue. C'est vivre positivement certaines vies irréelles. Hein. C'est être plus grand que soi, plus beau et plus riche que soi. Hein. C'est constituer un univers substantiel et être soi-même cet univers sans qu'il soit fait d'autre chose que d'événements sans substance, d'opérations transitives et de phénoménalité labile. C'est assez beau, ça, cette définition de l'âme. Ce n'est pas celle qu'on a appris à l'école, mais en tout cas, en voulant dire, c'est comme un projet, au fond. Hein? C'est que tout le monde a une espèce de projet. Et au fond, pour faire ce projet-là, pour le réaliser, il faut voir plus loin que simplement ce qu'on est. Hein? Il faut avoir cette espèce d'aspiration plus grande. Alors, on pourrait dire peut-être que c'est ça que veut exprimer un peu César Côté dans ses sculptures, en montrant ces vieux personnages comme ça. C'est une âme qui aurait réalisé, a fait ce qu'elle voulait. Par contre, ce que la Lavelle vise, évidemment, c'est une âme individuelle. C'est le projet de quelqu'un en particulier. Ce que Suzanne Côté vise, c'est une âme collective. Hein? C'est un projet qui serait partagé, pas uniquement par cet habitant, M. Cyr, mais par toutes sortes d'autres personnages comme lui. Hein? Comprenez que là, il pourrait avoir une espèce de nuance. Mais malgré tout, enfin, je me demande pourquoi on ne pourrait pas aussi parler d'une espèce d'âme collective dans ce sens-là, qui serait moins désagréable que parler de race ou de culture, là, mais dans un sens très, très étroit. Et là, ben, on pourrait penser aussi que, comme la civilisation ne se réduit pas simplement aux caractères nationaux hein, de chaque groupe, là, ça ouvrirait aussi une possibilité d'une intervention un peu plus large. En tout cas, là, je finis avec ça parce que je ne voulais pas vous laisser non plus sur l'impression trop négative de Suzanne Côté. Mais on va revenir, vous allez voir, sur ces portraits d'habitants quand je vais parler des types sociaux. Puis là, je vais essayer de les interpréter différemment. C'est-à-dire que là, au contraire, ils représentent un type d'ouvrier, si on veut, un type de rapport à la terre là, qui est intéressant d'étudier comme tel. Alors, en tout cas, bon, on a réussi une autre fois. Merci. Ça a été un petit peu plus long aujourd'hui, ouais.